Madame, Monsieur, bienvenue dans votre magazine Écran Vert. La lutte contre le changement climatique est une lutte collective à des niveaux différenciés. Nous allons parler aujourd'hui de l'apport de la jeunesse dans cette lutte contre le changement climatique. Surtout que vous le savez, la République démocratique du Congo s'accompagne d'un message très fort au niveau international. RDC, pays solution face au changement climatique. Pour parler de cette question, nous recevons sur ce plateau M. Issa Lingbelou. Il est chargé du programme du Centre de technologie innovatrice et de développement durable CTITD en sigle. Le portrait. Issa Lingbelou est activiste au sein de la société civile environnementale depuis 2010. Militant pour une participation des jeunes dans la lutte contre le changement climatique, la protection des écosystèmes naturels et le droit des communautés locales, c'est motivateur des jeunes pour des actions de développement et aussi retenu plusieurs fois comme panéliste dans plusieurs rencontres nationales, régionales et internationales sur le climat et la gouvernance forestière. Expert en négociation REDD+ et gouvernance forestière, Issa Lingbelou est aussi reconnu pour le plaidoyer et suivi qu'il mène dans le processus de réforme sectorielle. Se charger du programme et formation au sein de l'ONG Centre des technologies innovatrices et développement durable CTITD, il fait aussi partie des membres du COPIL GTCR. Des natures altruistes et amis de tous, Issa a toujours eu le goût d'un travail bien fait. Alors, Monsieur Issa, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Comment vous vous sentez? Mais moi, très bien, ça va, on est là. Comment se porte la structure CTITD? Oui, CTITD là, et il accompagne toujours la jeunesse pour que la jeunesse comprenne un peu les enjeux climatiques actuels. Centre technologique de technologie, Centre de technologie innovatrice et de développement durable. Oui, c'est ça, Centre de technologie innovatrice et de développement durable. C'est ING de la place, créé déjà en 2010, lorsque la REDD est venue. Et je crois en 2013, à un moment où les États, dans le cadre de la COP, se sont décidés pour qu'on puisse mettre en exergue les questions de transfert de technologies. Alors nous, on a pris comme ça une thématique clé qui peut aider aux différentes parties prenantes de s'adapter et d'atténuer le changement climatique. Parce que si on n'a pas de techniques, nous n'avons pas de technologie, c'est difficile de lutter contre le changement climatique. Donc on peut comprendre que c'est un sujet qui vous a inspiré, qui a conduit donc à la mise en place de ce centre. Oui, parce qu'avant même qu'on puisse parler de ce sujet, nous on savait que c'est toujours difficile de lutter contre le changement climatique, parce qu'on n'a pas tous les savoirs, parce que les technologies, c'est l'ensemble des savoirs. De tout ce qu'on a comme connaissance qui peut nous aider à faire face à une situation. Nous, on savait on doit transférer tous ces savoirs-là, à la fois les savoirs qui prennent du nord au sud, du sud au nord et puis du sud-sud. Donc c'est une longueur d'avance. Alors quel type de technologie innovatrice il faut pour un développement durable? Le type de technologie innovatrice, c'est d'abord les savoirs que Dieu a donné à l'homme, et aussi des connaissances que l'homme peut appréhender au niveau de la société, ce que nous appelons en général l'intelligence. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'homme a le temps de se donner à la recherche? Le cas de la République démocratique du Congo. Oui, je crois la que recherche n'a presque pas sa place, la place qu'il lui oui, faut. pas sur le plan national, mais il y a des individualités qui se font pour qu'ils puissent en savoir un peu. Parce que la recherche, c'est même le socle même du développement des pays. Mais si on parle de la recherche, ce n'est pas seulement fouiller, c'est cette savoir inné qu'on vous donne là. On avait nos aïeux qui avaient aussi ces savoirs-là pour avoir des solutions. Lorsqu'une personne est malade, quelle est la personne qui les avait dit qu'il faut prendre telle feuille, mélanger avec l'autre feuille, la personne peut être guérie. C'est toute une recherche. Et ce sont des recherches qui existaient déjà. C'est à nous maintenant qu'on puisse s'approprier et mettre ça au niveau de tout le monde, pour que tout le monde s'en approprie. C'est un peu ça. Mais est-ce que l'appropriation est facile, elle est générale? Oui, c'est toujours difficile parce que nous on appelle ça les savoirs endogènes. Je crois que les pays en connaissent aussi tellement beaucoup. Les savoirs endogènes sont des savoirs innés que les peuples qui habitent dans un milieu, ils savent un peu jouer et avoir des échanges avec l'écosystème. Parce que l'écosystème lui-même a toute une solution, parce qu'il y a l'interaction entre les êtres et les milieux. S'il y a un problème entre les êtres et les milieux, il y a toujours des solutions qui émettent. Mais des fois, d'autres, parce que chaque région a aussi son écosystème, c'est difficile. Aujourd'hui, avec l'acturation qu'il y a aujourd'hui, vous pensez que
cette question de savoir endogène garde encore sa place prépondérante au sein de les différentes communautés? Oui, il y a ces conflits-là générationnels entre les savoirs traditionnels et la modernité. Des fois, lorsque tu dis à la personne, prends cette fête, il fait ça, il trouve ça, c'est trop fétichiste, tout comme ça. T'as un mec qui prend son Ivakin ou son Kini, sa Kini quelque part, tu vois un peu. Mais on peut renouveler ça si réellement on connaît un peu notre valeur culturelle et culturelle aussi. Et cette valeur culturelle, elle est attachée dans nos terres et dans nos forêts. Si on connaît un peu la rôle que la forêt joue dans notre vie, là, on peut aussi avoir cet attachement à protéger. Mais lors de la pandémie Covid-19, on a vu quand même qu'il y avait cette révolte-là des différentes communautés qui cherchaient tout de suite rapidement à se ressourcer au niveau des communautés, c'est-à-dire mettre le savoir endogène en avant-plan. Oui, c'est ça. C'était une obligation de retourner à l'authenticité parce qu'on a essayé avec tout ce qui est comme l'homme blanc, ça n'a pas tenu. C'était une occasion que la médecine traditionnelle, c'est-à-dire le savoir endogène, donne un peu la réponse. Je crois que la réponse aussi des savoirs endogènes, c'était une bonne réponse, ce qui a fait que beaucoup de gens ont eu des guérisons par rapport à ça. Ce n'est pas seulement ça. Actuellement, lorsqu'on part dans la forêt, si réellement on ne fait pas de recherches scientifiques, en posant les questions aux peuples autochtones et aux communautés locales, ils ont toutes les réponses à chaque maladie que nous, on peut en avoir. Malheureusement, il y a aussi des recherches comme ça qui ont essayé un peu de lister, mais aussi il n'y a pas cette culture-là de documenter aussi tous ces savoirs-là. Ah, donc le plus grand problème aujourd'hui, c'est d'arriver à documenter. À documenter, malgré il y a par-là quelques recherches des individuels qui ont fait, mais il faut qu'au niveau national, même au niveau de nos musées, qu'on ait ce type-là, toute une typologie d'identification de nos feuilles par rapport à chaque maladie. Et vous savez que le savoir endogène se fait toujours accompagner d'une dimension secrète aussi. Oui, oui, c'est comme ça, on dit la forêt lui-même, c'est tout un esprit. Les esprits habitent dans la forêt et ces esprits-là ont une relation intime avec les êtres humains. Il y a ce qu'on peut donner, ce qu'on peut documenter, mettre sur la place publique, et ce que la famille doit garder. C'est ce que nous appelons l'écosystème. C'est-à-dire, l'écosystème, c'est la relation qui existe entre les êtres et leur milieu. Tu vois un peu, chaque être vivant a un milieu bien spécifique. Dès que tu changes cette connotation, ça crée ce que nous appelons le changement climatique. Tu vois un peu. On ne peut pas prendre les êtres qui vivent par exemple dans nos poubelles et mettre ça au salon, ils ne sauront pas vivre parce que leur milieu, c'est les poubelles. La même chose avec les écosystèmes forestiers. Chaque être a son milieu de vie qu'on doit protéger pour que le système fonctionne bien. Alors, l'autre façon de protéger nos différents milieux, c'est à travers l'éco-découverte qui chasse l'ignorance. Éco-découverte. Vivant dans des prés et élevé souvent pour sa viande et sa peau afin d'extraire du cuir, la vache ou le bœuf est herbivore de la famille des ruminants. Il est aussi reconnu comme un animal des traits pour tirer une charrue. Cet animal a une longévité de 20 ans qu'il achève difficilement pour raison d'élevage. Caractérisé par un sommeil de 8 heures, séparé par des petits fragments, sa gestation est de 280 jours pour un seul veau. Alors, j'ai annoncé au début de cette émission, nous parlons aujourd'hui de l'apport de la jeunesse dans cette nouvelle dimension de voir les choses encore, de négocier sur le plan international. La République démocratique du Congo se fait passer pour un pays solution face à la crise climatique. Vous êtes d'accord? Oui, nous sommes d'accord. Vu notre potentialité écologique, on peut apporter une solution. Et cette solution doit être une conjugaison des efforts de toutes les couches sociales et de toutes les parties prenantes, y compris la jeunesse qui a vraiment une grande place, parce que la population congolaise, c'est une population jeune qui accroît chaque jour. Donc il a d'abord ce rôle-là d'y participer, il a aussi ce rôle-là de capitaliser et d'assurer cette génération future. Alors,
pour s'assurer, on doit s'assurer que la jeunesse, là, elle est consciente des dangers. Elle comprend un peu les dangers. Ce n'est pas une jeunesse qui ne comprend rien, même s'il prend une simple bouteille, elle jette ça, il part dans la forêt, il coupe l'arbre, il coupe les... Donc il ne respecte pas même son écologie. C'est difficile que la jeunesse Et pour l'instant, vous estimez que cette jeunesse est consciente ou inconsciente? Oui, vu la situation politique et sociale des pays, la jeunesse est trop focalisée pour chercher sa survie. Mais les questions liées au changement climatique, il n'y a pas assez de jeunes. Tu vois, il y a quelques noyaux de jeunes qui prennent ça comme un travail volontariste. Ils se sont engagés. Mais c'est ce travail-là. Donc on peut comprendre que ceux-là qui travaillent dans ce domaine de l'écologie sont plus volontaires, donc c'est le volontariat. C'est le volontariat, par passion aussi. Donc il n'y a pas vraiment une mobilisation. Mais c'est ça aussi le défi, nous qui sommes là-dedans, c'est un peu d'influencer les autres jeunes qui emboîtent un peu les pas. Dès qu'on aura un grand nombre de jeunes, là on peut changer la donne par rapport à ça. Alors République démocratique du Congo, pays solution, ça renvoie tout de suite à quoi? Lorsqu'on parle des solutions climatiques de la République démocratique du Congo, vous en tant que jeune... Densité forestière, sa densité forestière et ainsi que sa biodiversité, ce sont des éléments. Mais aussi sa population. Tu vois, une population qui est conservatrice depuis des années. Parce que si on n'était pas une population conservatrice, on ne pouvait pas avoir ces richesses-là. Parce que ça date déjà, le Congo existe depuis. Malgré qu'on reconnaît sur le plan officiel international, c'est 1885. La disponibilité en eau douce ne peut pas aussi contribuer? Ce qu'on appelle les ressources, c'est la biodiversité, non? Alors, ça prend en compte toutes ces richesses-là, même là. Ces eaux douces-là, il y en a encore beaucoup. Et ça, c'est cette merveille-là qui montre que la RDC peut apporter des solutions dans plusieurs paliers. Les minéraux. Oui, les minéraux, mais aussi, c'est aussi un problème. Un problème, il faut, on revient dans ce que tu avais dit là, les études. Alors, ces études-là doivent d'abord partir sur ce que nous appelons une cartographie des services écosystémiques. Tu vois, qu'est-ce que l'écologie nous donne comme service naturel. Dès qu'on comprend, on fait toute cette cartographie-là, par exemple, l'eau nous donne ça, la forêt nous donne ça. Et le climat, c'est la première des choses. Tu vois, alors lorsqu'on a tous ces éléments-là, on peut maintenant quantifier ça en termes économiques. Mais au moment où on fait des choses sans avoir vraiment, qu'est-ce que nous avons comme richesse? Parce qu'on n'a jamais eu la totalité des richesses. C'est à peine qu'on a trouvé des tourbières. Au moment où ça existait. Au-delà de tourbières, il n'y a pas aussi d'autres richesses. Mais est-ce que, quand on parle des tourbières aujourd'hui, pensez-vous que c'était une découverte ou juste un complément par rapport à tout ce que nous avons? Bon, pour les scientifiques, c'est une découverte, mais pour les communautés, ils savaient que cet endroit avait une valeur, à haute valeur de conservation. Et ça rendait des services écosystémiques énormes à cette communauté-là. C'est pourquoi même les aïeux mettaient ça dans une forme mystique. Il y avait des moments où on peut aller, il y avait aussi des moments où on ne peut pas aller. C'était une façon de conserver ça parce que... Haute valeur éthologique aussi, on trouvait pas mal de poissons. Oui, tout ça, l'endroit-là donnait tout cela. Donc c'est un mode de vie communautaire qui permettait, qui profitait quand même à la préservation des... Tout à fait. Tu vois, et la forêt a toujours vécu en harmonie avec les communautés. Et les communautés qui y vivent, ils comprennent un peu l'importance de tous ces écosystèmes-là. C'est pour ils protègent ça très bien même là. Alors, RDC Pays Solutions, la part de la jeunesse? Bon, la part de la jeunesse, c'est l'implication de comprendre les enjeux. Lorsqu'on comprend, on sommes conscients que chacun de nous a une empreinte écologique, là, on se réveille. Parce que l'empreinte écologique peut être positive et négative. Tu vois un peu. Et lorsque tu prends, par exemple, un simple bouchon, tu bois ton coca, tu jettes ça, toi, tout ça, rien. Mais le bouchon là va rester plus ou moins 200 à 300 ans pour qu'il soit... 5 siècles, 500 ans. Tu vois un peu. Alors, tu as posé un acte là, tu as posé ton empreinte écologique. Alors, on peut aussi renverser, nous la jeunesse, on peut poser des actes et des empreintes écologiques positives. C'est-à-dire comment, lorsqu'on s'engage nous-mêmes en tant que jeunes, à mieux travailler pour préserver nos ressources naturelles. Parce que nous, actuellement, surtout lorsqu'on parle au niveau des villages, la quasi-totalité des gens qui font l'agriculture, c'est la jeunesse qui ont la force. Ils ont cette capacité de couper, de brûler la forêt. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des moyens de substance. Mais ils ne connaissent pas les impacts.
Des fois, lorsque nous partons pour sensibiliser, ils disent... On peut comprendre que la jeunesse aussi est fortement impliquée dans l'exploitation, dans la destruction des écosystèmes. D'où la nécessité qu'on doit travailler sur cette jeunesse pour qu'ils prennent conscience, de sorte qu'il arrive à bien gérer ces ressources naturelles, qu'ils puissent utiliser ça d'une façon rationnelle. Ça, c'est la seule solution qu'on peut donner. L'implication de la jeunesse. On peut comprendre que l'implication de la jeunesse, qu'est-ce que ça nécessite aujourd'hui? L'implication de la jeunesse, c'est d'abord, ça nécessite d'abord cette prise de conscience de la jeunesse. Parce que nous avons une catégorie de jeunesse estudiantine, mais au-delà, on a aussi une catégorie de jeunesse qui n'ont pas étudié. Mais on doit maintenant établir leur rôle à plusieurs niveaux. Comment est-ce qu'il peut intervenir? Même dans la prise de décision, il faut se poser la question lorsqu'on décide des situations de pays, quelles sont la jeunesse, quels sont ces types de jeunesse qui sont associés. Tu vois un peu. Alors on doit aussi créer cette fenêtre-là pour que la jeunesse s'exprime, dise ce qu'il a comme solution. Tout ce qui est comme innovation, aujourd'hui, c'est la jeunesse qui peut en avoir. La jeunesse qui utilise le plastique, ils transforment ça, ils recyclent ça pour créer les pavés. Ça, c'est une solution. On a des jeunesses qui ont des idées innovantes, qui peuvent aussi contribuer. C'est une question de les structurer bien et de les faire... Mais aussi de les accompagner. Il y a aussi un accompagnement. C'est tout ça. On a un ministère de la jeunesse, mais bon, les soucis qui puissent vraiment établir ce qu'on appelle un mapping. Ici, chez nous, quand on parle de jeunesse, c'est plus focalisé dans le domaine sportif. Oui, jeunesse sport, c'est comme ça. Il n'y a pas jeunesse écologique, tout comme ça. Mais ce sont des mouvements au niveau international qui sont là. Pourquoi pas la RDC qui se propose comme pour une solution, il dit qu'il y a aussi une jeunesse solution en matière climatique où on peut donner des innovations. Pour donner des innovations, on va prendre l'éco-créativité qui innove aussi pour préserver la planète. Éco-créativité. À chaque problème, une solution. À l'insalubrité de la ville de Kinshasa, une poubelle intelligente. Face à près de 10 millions de tonnes de déchets que produit la capitale le jour, un trio de jeunes étudiants opte pour une poubelle intelligente. Ensemble, cette équipe de jeunes chercheurs congolais dit apporter une réponse dans la gestion durable des déchets. Constituée d'un fût recyclé, peint en verre avec une lampe témoin, cette conception écologique Made in DRC est structurée en 2 parties, mécanique et digitale pour son bon fonctionnement. Il faut qu'une personne s'approche d'elle dans une distance de 10 cm à une poche donnée, la poche qui correspond à son déchet. Il y a 2 poches, recyclables et non recyclables. Une fois que la personne s'approche à la poche voulue par rapport à son déchet, la poche va s'ouvrir automatiquement et la personne va devoir jeter le déchet à l'intérieur. Alors, si la personne, par contre, ne connaît pas comment suivre la procédure pour jeter un déchet, la poubelle aussi parle. La poubelle parle pour expliquer comment est-ce que la personne doit jeter le déchet au sein de la poubelle. Alors, une fois que la poubelle est pleine, elle va bloquer la poche pleine, la poche en question, et renvoyer un message à notre serveur. Il va renvoyer un message en signalant l'identité de la poubelle, le lieu de la poubelle, et ainsi que d'autres données telles que le poids de la poubelle. Et il va représenter cela avec une graphique. Alors, partant de là, les autorités... La poubelle intelligente est alimentée par un panneau solaire pour assurer sa connexion 24 h sur 24 heures à l'Internet et garder son autonomisation. Elle est connectée 24 h sur 24. Elle est autonome aussi par rapport à son énergie. Donc, elle ne dépend pas d'une énergie quelconque. Elle est munie d'un panneau solaire et de batterie qui fait qu'elle est autonome elle-même. On a tracé un chemin vers l'IoT, donc plus technique encore. Alors, ce qui nous permet à chaque moment de ne pas avoir de perturbations et de donner des informations réelles. Donc à chaque fois qu'elle est pleine, elle va renvoyer les informations à la base et elle va signaler les autorités ou le gens compétent en la matière pour venir dégager ces déchets-là. Une autre astuce, c'est le recyclage qui se fait à l'intérieur selon les types de déchets. Grâce aux déchets récoltés et recyclables, on les transforme en engrais naturels, biologiques pour nos plantes et pour nos champs. Et les déchets non dégradables comme les plastiques et tout, elles sont aussi transformées voilà, pour des objets de décoration, voilà, juste pour donner un coup de pouce à tout ce qui est transformation et tout.
Partie des idées à un outil écologique utile pour la ville, cette poubelle intelligente est aussi dotée d'un système d'alerte automatique. Ce projet il est doté d'intelligence artificielle. À l'intérieur, il y a un désodorisant écologique qui est fait à base des solutions 100% naturelles pour pallier aux problèmes d'odeur. En fait, ces problèmes, c'est souvent gênant pour les ébouilleurs et les gens qui jettent, qui viennent ramasser les déchets. Et en plus de cela, il y a une fan pour aérer l'intérieur de la poubelle. Ce premier prototype a pris 3 mois pour être mis sur la place publique, d'où un message de soutien lancé au président de la République pour plus de performances. On est parti de la folie à la poubelle intelligente et ça n'a pas été facile. Nous aimerions à ce que le président de la République de soutenir ces projets, que ces projets voient le jour parce que ces poubelles cadrent dans la liste de Kin Bopeto et s'inscrit également dans ces programmes-là. Et c'est une poubelle intelligente qui éduquera la population. C'est une poubelle vraiment qui sensibilisera. La poubelle intelligente, un outil pédagogique pour une éducation de masse face à la gestion des déchets dans la capitale Kinshasa. Alors, on va changer de chapitre et là, nous voulons parler aussi de la PRECOP. De la République démocratique du Congo est candidate. Nous savons que pour l'instant, c'est le site de Yangambi, donc la réserve de la biosphère de Yangambi qui est retenue comme site pouvant accueillir ou encore abriter cette conférence. En partie, qui sera bien entendu co-organisée avec l'Égypte. Votre réaction? Oui, non, ma réaction elle est bonne. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour nous. Lorsque nous sommes deuxième poumon du monde, on n'arrive pas même à créer des forats internationaux dans les pays pour montrer un peu. Parce que les gens aussi pas de la RDC n'ont pas aussi pris le temps pour aller dans les Congo profonds. Il y a des gens qui arrivent, c'est limite ici à Kinshasa. Lorsqu'ils partent dans les Congo, ils comprennent un peu cette densité-là, cette immensité que la RDC offre comme solution. Mais aussi, je crois dans les dernières recherches, on a démontré, non assez blanc, que nos forêts, surtout les forêts de bassin du Congo, particulièrement de la RDC, séquestrent plus de carbone que celles de l'Amazonie. Ces recherches, on a fait ça au niveau de Yangambi. Ça, c'est aussi le moment qu'on puisse démontrer qu'au niveau du monde, la RDC ne dort pas. Il est en train de chercher des solutions pour qu'il puisse aussi vraiment apporter par rapport à sa taille dans les questions écologiques, sa solution qui est vraiment significative. Si aujourd'hui nous avons la RED, nous sommes aussi un pays modèle. Un pays modèle de la RED au niveau mondial parce que nous avons notre stratégie nationale et cette stratégie nationale qui est diluée au niveau des plans d'investissement. Maintenant, nous avons des projets RED au niveau de chaque province. Nous avons aussi des projets qui sont vraiment intégrés en matière de carbone. Il y a plusieurs types de solutions que la RDC offre par rapport à ces forêts dans plusieurs zones. Alors, on parle de la réserve de la biosphère de Yangambi. On peut aussi facilement s'y prendre de l'eau, pourquoi pas? Bon, on a voulu être là-bas parce que c'est là où on a fait cette recherche-là pour démontrer que les forêts de la RDC séquestrent plus de carbone que les forêts amazoniennes. D'où la nécessité aussi, on comprend aussi les rôles que Yangambi a joué sur le plan continental. Et c'était vraiment ce berceau-là des recherches au niveau des pays du bassin du Congo, surtout en Afrique. Et c'est le moment aussi de mettre ça en exergue. Parce que comme on parle de recherches, il y en a. On a fait beaucoup de recherches. Mais où en sommes-nous par rapport à tout ce que les chercheurs ont proposé comme solution pour que les pays avancent et pour que les pays jouent vraiment son rôle de l'équilibre et du climat au niveau mondial. Mais ça demande aussi des moyens, tout ça. Oui, ça demande aussi des moyens, mais déjà... sur le plan logistique, ça ne sera pas aussi facile. Hein? Bon, c'est comme ça. L'homme, c'est mesure devant les obstacles. Hein? L'essentiel qu'on essaye. Mais on comprend aussi la logique des Kounouk, c'est-à-dire les cadres des Nations sur le changement climatique. Lorsque les pays optent pour qu'ils soient
candidat hôte de ces mouvements, il met aussi des moyens pour accompagner les pays. Donc c'est comme ça. Je crois que on était avec vous dans plusieurs COP, tu as vu. Ces logistiques là, ce n'est pas ces pays-là qui ont donné ça, ce sont les Nations Unies qui accompagnent les pays pour que l'événement... En s'appuyant sur ce que le pays a. Oui, nous avons le site de Yangam qui a beaucoup d'installations. Et les gens veulent maintenant, on ne veut pas aussi faire un pré-COP là, seulement dans les bureaux climatisés, on s'est habitué à ça. On doit aller dans les forêts, on doit aussi voir les réalités pendant la nuit, comment est-ce que la forêt parle. On doit voir tous ces éléments-là, ça c'est aussi une innovation à notre niveau. Alors, on parle des forêts. F. Bazaïba récupère 1 966 000 hectares des forêts au profit de la République démocratique du Congo. C'est le rapport de l'audit, je pense que vous en avez déjà. Oui, on a lu les rapports. En tant que société civile, on a fait aussi notre lecture. On avait fait une note de position par rapport au rapport. On a déjà transmis ça au niveau du ministère. Et dans notre rapport, on a d'abord félicité ces grands pas-là, parce que ça n'existait pas. Rare de voir cet audit-là sur des questions forestières. On a maintenant, malgré ça ne prend pas en compte toutes les informations possibles, mais ça donne déjà des grandes lignes de cette problématique-là. Donc c'est un signal fort déjà lorsqu'on voit la suspension des contrats des concessions forestières, d'exploitation, des conservations. Oui, c'est un grand pas, mais ça reste encore à faire, parce que tous ces gens-là qu'on a cités au niveau de l'audit-là, il faut qu'ils répondent un peu à ce qu'ils ont fait. Il faut qu'ils nous disent un peu. Lorsqu'ils avaient donné ça, pour quel cadre, au moment où la loi avait interdit, ils ont donné quelle est leur motivation, tout cela. Et l'argent que les gens ont payé, c'est parti où? Ce sont des questions claires. C'est ça aussi la transparence. Qu'est-ce que vous inquiète? C'est la récupération, la suspension ou la poursuite judiciaire? Nous, on veut que l'audit poursuive son bon nombre de chemins en respectant les étapes requises. Lorsqu'on fait l'audit, c'est pour découvrir les faiblesses et donner les réponses, mais aussi essayer un peu de sanctionner les gens qui n'ont pas respecté la loi. C'est ça un peu aussi le rôle de l'audit, mettre un peu la transparence. La transparence fait appel aussi aux sanctions à la fois négatives et positives lorsqu'on audite quelque chose. Alors 1 966 000 hectares des forêts, qui représentent plus ou moins 12 contrats de concessions jugés illicites au terme du rapport d'enquête de l'inspection générale des finances. Mais nous comprenons qu'il y a aussi un défi en termes de gouvernance, en termes de surveillance aussi. Oui, il y a tout un défi, ça c'est vraiment, on ne peut pas en dire ici. C'est pourquoi dans le cadre même de la réforme forestière, on a lancé la revue légale. La revue légale aussi, les travaux de dire va compléter la revue, parce que la revue doit nous dire quelles sont les concessions qui sont légales, quelles sont les concessions qui ne sont pas légales, et quelle est la part de l'État, qu'est-ce que l'État doit récupérer, qu'est-ce que l'État doit mettre encore dans la vente. Alors on entend aussi ces revues-là, ça va nous donner encore beaucoup d'éléments pour que ça déclenche cette réforme forestière qu'on attend. Parce que la réforme forestière, on a compris que le contexte même du code forestier, ça a évolué avec le temps. La nécessité qu'on puisse revisiter ça pour intégrer un certain nombre d'éléments qui manquaient à ce document qui est vraiment très important dans le cadre de la gouvernance forestière au niveau national. Une autre rubrique importante, c'est le concept vert. Concept vert. La gestion durable des forêts ou l'aménagement écosystémique des forêts est un mode de sylviculture à tendance écologique qui fixe des critères, indicateurs et objectifs socio-environnementaux en plus des objectifs économiques à la gestion forestière. Donc vous estimez que le moratoire en République démocratique du Congo dans les secteurs forestiers, bien qu'il ait traîné, mais il a quand même servi à pas mal de choses. Oui, ça valait la peine. Ça valait la peine, c'est pour essayer un peu de boucher cette histoire qui a été trouée. On comprend aussi que ça a pris du temps, mais ça valait aussi la peine. Parce qu'on s'imaginait un peu s'il n'y avait pas les moratoires, où la loi avait aussi un certain nombre de faiblesses. Comment est-ce qu'on pouvait dire qu'on a des ressources? Quand même que les gens ont violé ça, mais quand même le moratoire a fait en sorte qu'on protège un grand nombre de nos ressources. Mais en dépit de tout, il est quand même temps qu'il soit levé maintenant. Oui, nous on n'a jamais refusé ça. On a dit que le moratoire, c'est l'État qui a mis ça, c'est à l'État d'enlever ça. Mais pour enlever ça, c'est lui-même l'État qui avait mis des conditions. Les deux premières conditions sont respectées, ça reste
la dernière connaissance qui est la programmation géographique. Or que la programmation géographique fait appel à tout ce qu'on appelle le zonage forestier. Mais l'idéal ici, la RDC comme pays RED, qui veut aussi être comme pays solution, il serait mieux que ce zonage forestier entre dans le cadre de l'aménagement du territoire. Actuellement, chaque province de la RDC s'est lancée, surtout dans les provinces pyrénéennes, pour produire les plans provinciaux de l'aménagement du territoire. Et ces plans provinciaux prennent en compte des éléments de chaque secteur et de chaque... Alors, chaque province doit maintenant présenter quelles sont les différentes ressources qu'il possède. Lorsque la province va dire qu'on a autant de concessions, ça n'existe pas. Là, on peut avoir maintenant tout ce que nous appelons une programmation qui est en musique avec les plans d'aménagement. On peut ouvrir la vanne pour que tout le monde achète ces concessions. C'est un peu ça. C'est l'année 2022, comment vous la sentez et les choses? Oui, ça sera chaud parce qu'il y a des enjeux politiques, sociaux et économiques. Le pays a besoin de moyens pour relancer l'économie, d'où il faut exploiter nos ressources naturelles. Le pays a besoin de porter la solution dans la matière environnementale, d'où il faut protéger les forêts. Et le pays a besoin de faire son écho, faire ses élections, d'où il faut mettre d'autres animateurs et acteurs. Parce que la problématique de la politique aussi, lorsqu'on change de ministère, on change de ministre, on sait des ministères, ça crée aussi, des animateurs, ça crée aussi ces problématiques-là des visions. Mais des visions où c'est plus les profils qui posent problème? Bon, ça peut être des deux côtés. Par exemple, si on prend, bon, je n'ai pas fait la publicité de Guy Luandoa, lui, il est acteur politique, nous sommes des acteurs de développement. Lui, il a fait les droits. Mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'il est à l'aménagement, il essaie un peu de booster les choses? C'est aussi la vision, cette volonté nationale qu'on doit en avoir. Quel que soit, tu as fait quelque chose, lorsque tu es mis là, parce qu'on a compris que tu as quelques connaissances, ce savoir qu'on disait là, qui peut aider qu'on puisse avoir des choses. Vous savez qu'aujourd'hui aussi, il y a certains ministères, je parlerai par exemple de la vice-primature du ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui a d'abord une dimension technique, puis politique, et pas politique, puis technique, d'abord technique. Oui, on a compris. Il y a le vice-ministre de l'Environnement, il y a le vice-ministre de l'Aménagement du territoire. Les deux là, ils doivent vraiment travailler ensemble. Parce que lorsqu'aujourd'hui on parle de toutes ces réformes-là, c'est pour protéger les forêts. Bien sûr. D'où la nécessité que nous... Pour assurer la gouvernance des différents espaces-là. D'où lorsqu'on avait voulu mettre l'environnement, les questions environnementales, vu que nous sommes un pays forestier, doivent être aussi des questions prioritaires dans la vision du développement de notre pays. Mais malheureusement, on n'a pas une politique forestière. Peut-être on doit élaborer qui traîne encore. On doit avoir. Quelle est notre vision à l'horizon 2050 ou 2030? Parfois, nos forêts, on n'en a pas. Il faut élaborer ça. Et cette politique doit s'incliner en loi, par exemple le code des forestiers, et créer des mesures d'application qui seront un peu... Je vais terminer par cette question. Le président de la République, vous les sentez plus engagé dans ce domaine économique? Oui, nous on a trouvé cet engagement politique. Ça reste aussi l'engagement technique. Toutes les sorties médiatiques, un mot sur l'environnement. Même pas ça, du fait ça. qu'il a passé à la COP, c'est du premier. Depuis qu'on a existé, toi, tu connais un peu la réalité. Ça, c'est déjà, même si tu... C'est un signal fort. Un signal fort. C'est à nous maintenant de prendre ce signal-là. On voit un peu au niveau national pour bien se positionner sur le plan régional et au niveau international. Ça dépend que de nous, de notre vision. Tu vois? Et tout le monde connaît que le RDC a une solution. Mais nous, c'est comme si on ne se rend pas compte. Mais maintenant, on a mis ça un slogan. Maintenant, il faut prendre ce slogan-là, essayer un peu de diluer ça pour créer ce mapping-là des actions qu'on doit mettre pour démontrer qu'on a des solutions. Monsieur Issa Limbelou, je te dis merci d'avoir disponibilisé de ton temps pour répondre à nos différentes questions. C'est à moi de vous remercier. On sera toujours là pour parler au nom des communautés. Comment vous résumez? On résume très bien, ce sont des questions franches et techniques. Ça aide à réfléchir et à donner des réponses concrètes pour que chaque personne qui nous suit s'approprie des éléments d'information très capitaux. À très bientôt. Merci beaucoup. Mon idée pour la planète.